La trame de vos différents ouvrages reste la dénonciation de l'ingénierie sociale. Pouvez-vous nous en parler de cet moyen de contrôle ? Alors l'ingénierie sociale, en une phrase, c'est la modification planifiée du comportement. Cela consiste, du point de vue méthodique, à considérer le comportement comme un objet. C'est pour ça qu'on parle d'une ingénierie. Un objet un peu comme une architecture. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'objectiver le comportement d'un sujet. Hein, donc on objective un sujet qui peut être individuel ou collectif. Donc déjà, ça commence mal en un sens. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effet de réification, un effet de chosification du vivant et de la subjectivité. Le problème, c'est que ça marche. Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus et se contenter de dire c'est pas bien, je veux pas voir, voilà. Donc il faut s'informer sur ces techniques de manipulation, hein, pour dire les choses avec un terme un peu plus courant. Pourquoi parler d'ingénierie sociale ? Parce que on analyse ce qu'on appelle la manipulation, mais à un niveau d'expertise et de précision qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que alors je résume, je donne un certain nombre de pistes et de réflexions dans mon petit livre là, Gouverné par le chaos. Donc ce sont des techniques de contrôle social, de contrôle du psychisme, qui sont relativement peu connues du grand public. C'est-à-dire c'est plus subtil que simplement de répéter un message. On est au-delà du conditionnement pavlovien. Ça procède, ça joue sur les chantages affectifs, sur la culpabilisation, sur tout un tas de techniques comme ça qui ont été étudiées au fil du XXe siècle et qui sont appliquées en politique. Et pas seulement en psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est appliqué dans le management, dans le marketing, dans toutes les sciences de la gestion, dans la sécurité des systèmes et en politique également. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces méthodes-là. C'est pas simplement des applications locales professionnelles. Ça nous touche. Et c'est pour ça que effectivement le Big Brother d'aujourd'hui est infiniment plus subtil que celui d'hier. Hein, il passe par des voies qui sont, je dirais, difficiles à mettre en évidence. C'est-à-dire que Big Brother est compatible avec ce qu'on appelle la démocratie, en fait. Donc c'est en ce sens qu'il est moins visible, parce que dans une dictature qui nous écrase, les choses sont évidentes. Là aujourd'hui, on est dans des phénomènes plutôt d'infiltration, hein, lente, d'infiltration, de noyautage. Ça y est, les dictatures du XXe siècle procédaient aussi de cette façon-là. Mais tout était plus visible. L'ingénierie sociale, fait que la politique passe, en gros, du discours religieux, puis au discours philosophique. Historiquement, la politique commence dans le discours religieux. Le discours politique est d'abord un discours religieux, puis philosophique. Et puis, au XXe siècle, il est devenu scientifique. Voilà. Et donc, nous sommes étudiés, les populations sont étudiées comme des rats de laboratoire, hein, depuis quelques dizaines d'années. Et donc, dans le Gouverné par le chaos, vous faites un parallèle, entre les manipulations du cerveau humain et le système informatique, puisque je peux comprendre, les personnes qui cherchent à construire cette ingénierie sociale prennent pour exemple, on va dire, le système informatique pour transformer nos cerveaux en vulgaires récepteurs de messages simples, où on peut appuyer sur reset pour être reformaté. Il y a une idée de reformatage et un discours aussi informatique derrière tout ça. Oui, il y a une métaphore informatique, mais qui est plus qu'une métaphore, hein, parce que c'est vraiment, il y a des transferts de compétences possibles, hein, de l'informatique finalement au cognitivisme ou à l'ingénierie sociale appliquée au cerveau. C'est pour ça que je parle maintenant, je pense qu'on peut parler directement de piratage du cerveau, comme on piratait, comme on pirate toujours un ordinateur. On peut pas, pour faire un mot valise, on peut parler de neuropiratage.
Donc effectivement, et alors bon, quand on étudie un petit peu ça, on voit alors que bon, le concept d'ingénierie sociale a été largement diffusé par un pirate informatique assez connu qui a eu des ennuis avec le FBI et qui s'appelle Kevin Mitnick. Lequel dit que en fait le maillon faible des systèmes de sécurité techniques, c'est le facteur humain. Et en gros, la morale de son livre, c'est que finalement, il est possible de pirater des systèmes techniques sans finalement faire une seule ligne de code, enfin sans passer par la technologie en réalité, mais en visant le facteur humain. Déjà là, on voit l'imbrication de l'humain et de la machine dans cette vision, mais qui produit un nivellement par le bas, c'est-à-dire que l'humain est un peu plus irrationnel que la machine, mais malgré tout, bon, il est ramené au niveau de la machine. C'est-à-dire que l'humain et la machine forment un système global que nous allons pirater en visant, en ciblant les points de vulnérabilité du système, donc en termes de gestion de risque. Or, il se trouve que ces points de vulnérabilité donc sont ceux que l'humain actualise, en fait. Donc, d'où la notion de hameçonnage et donc voilà qui en fait vise en fait à produire de la confiance et donc à en quelque sorte jouer sur la crédulité, sur les rapports de confiance. Et voilà. Donc à ce niveau-là, bon, on voit que qu'il y a une continuité entre la machine et l'humain, et que en fait c'est plus qu'une métaphore. Et des notions comme ce qui m'a marqué, des notions comme le management, qui pour nous sont des choses qui sont entrées dans le commun, on va dire dans le vocabulaire, et on a l'impression de connaître. Vous montrez que derrière ces techniques de management, il y a des techniques aussi d'ingénierie sociale, de contrôle, et que c'est des choses qui ne sont pas faites de manière empirique, mais qui sont faites pratiquement de manière scientifique pour pouvoir optimiser, on va dire, le contrôle de la société, le contrôle des personnes. Est-ce que vous en dire un mot? Oui, spécifiquement sur le management, oui, disons que le management, on parle aussi de team building, par exemple, de construction d'équipe, tout ça. En fait, c'est une manière de dégager le cœur de ce qui fait un groupe. Et d'en prendre le contrôle, donc de se rendre conscient de ce qui constitue un groupe. Le plus souvent, c'est inconscient. Enfin, les groupes, je dirais, dans les sociétés traditionnelles, se construisent, s'agglomèrent en obéissant à des constantes, mais qui sont largement inconscientes dans le groupe. Donc là, toutes les sciences de la gestion, comme le management et la psychologie sociale, etc., mettent en évidence et en conscience tous ces facteurs de coagulation, pour utiliser un terme à la mode. Depuis les bonnets rouges, là, on parle beaucoup de coagulation. Donc, tous ces facteurs donc, de coagulation, donc de construction de groupe. Mais alors, le danger, entre guillemets, avec ce genre d'approche, c'est qu'une fois qu'on connaît les techniques de construction des groupes, on connaît aussi les techniques de déconstruction, par définition. Et donc, on sait aussi comment dissoudre un collectif, on sait comment exploser, comment atomiser les collectifs, les groupes, les sociétés. Il se trouve que c'est appliqué. Encore une fois, on ne peut pas se contenter d'étudier ça un peu loin, de façon lointaine, ou en se disant ça vaut dans le management. Non, ça nous est appliqué directement. Quand on s'est repéré toutes ces méthodes-là, on les voit appliquées au quotidien. Et par rapport à cette idée de déconstruction qui vient de la French Theory, avec Deleuze, Foucault et tout ce qui viendrait, est-ce que vous pouvez faire nous expliquer peut-être cette méthode de déconstruction identitaire avec cette théorie du genre, c'est-à-dire qu'on on va dire, nous reformatage en nous donnant la possibilité de choisir son genre ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est dans cette optique-là
Oui, alors donc il y a un anthropologue là qui s'est exprimé sur la question, qui s'appelle Maurice Godelier et qui a tout avoué, hein, sans se rendre compte qu'il avouait en fait. Alors qui est Maurice Godelier? Donc c'est un ancien assistant de Lévi-Strauss, qui doit se retourner dans sa tombe. Lévi-Strauss a montré dans son œuvre, notamment les structures élémentaires de la parenté, quelles étaient les structures élémentaires de la parenté. Voilà, le titre dit tout. Godelier, donc, a bien étudié la question. C'est un vieux bonhomme, hein, maintenant, il connaît le sujet sur le bout des doigts. Et donc, quand on étudie comment en fait, la parenté et comment une société se structure, puisque toute société humaine est fondée sur une structure de parenté, une parentèle, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire en fait tout le système de transmission d'une génération à l'autre selon un schéma hétéronormatif et aussi différencié au niveau des générations. Donc une fois qu'on connaît tout ça, on sait comment faire pour déconstruire les systèmes de parenté, donc déconstruire les sociétés. C'est en attaquant l'Oedipe. Voilà. Enfin, ce que Freud a appelé l'Oedipe, en faisant écho à la mythologie grecque, hein, qui montre que, donc dans le mythe grec, justement les rôles les places ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'il y a une confusion masculin-féminin et une confusion parent-enfant. Et donc, la théorie, l'idéologie de la confusion des genres vise à produire un effet de désœdipianisation globale en déconstruisant justement ce système identitaire à 4 places, donc masculin-féminin, homme-femme et parent-enfant, qui dessine une espèce de croix avec 4 places, quoi. Et donc là on a donc en fait c'est pour ça que le structuralisme est un outil extrêmement dangereux quand il est appliqué en termes d'ingénierie sociale. C'est pour ça qu'il faut le connaître. C'est pour ça que Lacan a commencé à crypter ses discours à partir des années 60, ses séminaires, parce qu'il savait que c'était de la dynamite. Et voilà, et aujourd'hui, donc, on voit le résultat concrètement. Ça va fabriquer, j'espère que non, mais qu'on va arrêter ça le plus vite possible. Mais si ça continue comme ça va fabriquer des générations de psychotiques. Est-ce que le modèle, ce serait pas un modèle, on va dire, mutant, voire même ce qu'on appelle modèle mutant, quoi, modèle de gens qui sont fabriquer des hommes animaux, on va même au-delà de la science-fiction, c'est-à-dire déshumaniser l'homme et passer à autre chose, quoi. Voilà, après, si tu le réponds. C'est bien ça. En fait, le but, c'est d'en finir en fait avec les identités, quelles qu'elles soient. Hein, et là, en fait, quand on attaque directement la matrice de toute identité possible, c'est-à-dire l'Oedipe, on attaque le cœur donc de l'identité humaine. Hein, c'est vraiment la constante anthropologique, celle qu'on remarque, qu'on voit partout. Donc la prochaine étape, une fois qu'on a liquidé l'humain, c'est même pas en quelque sorte, c'est vraiment ça, on peut commencer à le combiner avec d'autres espèces. Voire combiner ensuite des espèces animales et végétales, ou combiner en fait du vivant et du mort aussi. Allons jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire en fait, je pense que, à mon avis, il y a la mode du zombie là depuis quelques années. Il y a des défilés de zombies. Tout ça, c'est pas du hasard. L'idée, c'est d'accoutumer les populations à l'idée qu'on n'est pas vraiment en vie. Nous ne sommes pas, finalement, on n'est pas si en vie que ça. Voilà. C'est en quelque sorte une espèce de fabrique du consentement à la mort, ou un état liminaire, en quelque sorte, entre la vie et la mort. Et puis c'est fun, c'est cool, on fait des parties, des zombies parties, j'en sais rien. Voilà, donc tout ça procède d'une même intention, c'est-à-dire en fait d'une société de l'indistinction qui se met en place. Sauf pour ceux qui pilotent le système, évidemment, qui eux, resteront, je dirais, préservés de tout ça, évidemment. Autre question, vous avez développé l'idée que vous avez recherché après sur Internet en accumulant des preuves que le vote du mariage pour tous, qui a été signé l'année dernière, était illégal. Vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, donc la loi Taubira ouvrant le mariage aux homosexuels, en fait, n'a pas été votée en réalité.
C'est-à-dire qu'il y a eu des fraudes pendant. Alors, bon, je récapitule. Donc, bon, c'est une loi complexe. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme, qui a été votée en plusieurs parties. Donc, il y a eu une séance plénière, mais il y a eu aussi des séances sur des articles ou sur des amendements. Donc, il y a eu 2 séances, notamment la séance du 3 février et la séance du 5 février, où des fraudes électorales ont été constatées. Si les parlementaires votaient avec des urnes, on parlerait de bourrage d'urnes. Là, en l'occurrence, ils votent sur des boutons, sur des petits boîtiers. Donc, il y a donc Christian Jacob aura fait au moins une bonne chose dans sa vie, c'est de le signaler publiquement dans l'hémicycle. Ça a été enregistré en vidéo. Hein, c'est la chaîne je sais plus le nom là de la bon, de toute façon c'est LCP bon, qui a diffusé ça. Et ça a été aussi enregistré par écrit dans les comptes rendus de séance de l'Assemblée nationale. Donc c'est lisible. Et ce que Christian Jacob signale n'est pas démenti par les présidents de séance. Qui sont donc le 3, je crois que c'était Bartolone, et le 5, c'était Sirugue. Et ils disent pas non, ils disent oui, moi, en gros, on l'a vu aussi, nous aussi, il faudrait arrêter. Voilà. Donc manifestement, et puis quand on fait le décompte, alors il y a quelques articles, il y a un article de europe1.fr et puis un article de Nouvelles de France qui l'ont aussi répercuté l'information. À part ça, bon, là depuis un an, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Bon, moi j'ai fait quelques articles. En discutant avec des gens, avec des amis qui avaient des compétences en droit, ils m'ont appris un truc hallucinant. C'est qu'en fait, en 1987, il y a une décision jurisprudentielle du Conseil constitutionnel qui autorise les fraudes. Sous certaines conditions, cette condition, c'est que le résultat truqué n'aille pas dans le sens prévisible du vote. Bon, c'est un tour de passe-passe, ça. Hein. Ça revient à dire qu'un match truqué, finalement, n'est pas truqué si celui qui gagne, en gros, si on fait jouer le Brésil contre les îles Féroé, et que le Brésil triche, en fait, malgré tout, il a gagné parce que, a priori, à vue de nez, on se dit que le Brésil va gagner quand même. Voilà. Bon, alors pour le football, c'est peut-être normal, mais non, ça passe pas. Je veux dire, on a truqué. En outre, de toute façon, l'argument massu, c'est de poser la question, si il était prévisible, à vue d'œil, que le vote irait dans un sens, pourquoi les gens qui étaient majoritaires à vue de nez ont-ils triché malgré tout? Voilà, donc c'est peut-être parce qu'en réalité, ils n'étaient pas majoritaires. C'est la question qu'il faut poser. Maintenant, il faut avoir les chiffres complets, etc. Ça, je ne sais pas où les trouver. Malgré tout, bon, ce qu'il faut absolument maintenant claironner le plus fort possible sur tous les toits, c'est que les séances, le vote de 2 séances a été truqué, qu'il y a eu des fraudes. Quand un match est truqué, on l'annule et on le rejoue. Voilà. Donc, la loi Taubira n'a pas été votée. Et il faut la revoter, y compris sur les 2 amendements, sur dans les 2 séances. Alors après, on va me dire oui, mais la séance plénière, elle était régulière. Alors déjà, j'en sais rien. Maintenant, je dirais que la charge de la preuve, maintenant, elle est plus de mon côté, elle est de l'autre. Et de toute façon, je veux dire, une loi, c'est pas simplement une séance plénière. Je veux dire, là, c'est pas pour rien qu'ils ont fait des séances le 3 et le 5. C'est que sinon, à quoi ça servait de la faire? Il suffisait d'une séance plénière, et puis c'est tout. Non, ils ont fait plusieurs séances. Il y a eu des trucages sur 2 séances, donc on recommence. Voilà. Donc bon, et alors c'est pas facile de faire passer l'idée. C'est tellement énorme que bon, j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes cognitifs de déni de réalité chez plein de gens et voilà, donc là, bon, je rame un petit peu, entre guillemets, pour faire passer cette idée.